Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 13 mars 2023 et dans cette vidéo nous allons parler d'une distribution Linux qui a pour objectif de faire revivre vos configurations assez anciennes. Il s'agit de Legacy OS. Legacy OS est une distribution Linux basée sur Antix Linux. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est sa nouvelle base Antix Linux. Avant l'année 2023, elle était basée sur Puppy Linux, qui est aussi une distribution super légère, mais Puppy Linux n'avait pas beaucoup d'applications et l'environnement de bureau n'était pas spécialement attrayant. C'était donc le but de Legacy OS. Cependant, depuis le début de l'année, eh bien, sa base a été changée pour passer de Puppy Linux à Antix Linux. Et elle veut être un petit peu plus générale dans son utilisation. Donc, on va faire le petit tour d'horizon de cette distribution Linux. Alors, dans la section caractéristiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle peut s'installer sur des ordinateurs à partir de 2008, 64 bits uniquement pour le moment, puisque la version 32 bits devrait arriver courant du mois d'avril. On a l'environnement de bureau IceWM, donc plutôt un gestionnaire de fenêtres. Et puis, vous avez en dessous quelques captures d'écran de l'aspect de la distribution Linux. Nous, on va tester ça à travers une machine virtuelle que je vous ai préparée avec 2 Go de RAM, un processeur dual-core pour être vraiment dans une configuration assez ancienne avec peu de ressources, si vous voulez. Bon, il y a le disque de 100 Go, une carte vidéo avec un petit peu d'accélération quand même, et donc j'ai chargé l'image ISO de la distribution Linux. On va démarrer tout ça, hop, voilà. Donc sur l'écran de démarrage avec F2, on peut choisir le français, ce qu'on va faire ici. Donc vous voyez, il y a pas mal d'illustrations d'Antix Linux. On voit bien que c'est basé sur Antix Linux. On a même un mode vidéo sécurisé. Si on a une carte graphique qui n'est pas correctement supportée, vous avez cette fonctionnalité qui vous permet d'avoir un mode vidéo de secours et afficher quand même 2-3 bricoles à l'écran. Donc nous, on va démarrer ici l'image d'installation. Alors par défaut, on arrive sur l'écran de connexion et là, il va falloir rentrer des identifiants et mots de passe. On n'a pas de connexion automatique en live, donc sur le site, c'était noté que l'identifiant et le mot de passe, c'était démo. Donc ici, on arrive sur le bureau, on va lancer l'outil d'installation. Donc, par défaut, il vérifie si... je l'ai lancé 2 fois. Il vérifie si tout est bon, l'image d'installation est bonne. Donc là, je fais échappe, je sais que tout est bon ici. On retrouve l'outil d'installation qu'on a dans Antix, dans MX Linux aussi. Donc là, je vais juste enlever le clavier américain pour pas avoir de soucis. Au niveau de l'install, si vous le souhaitez, vous pouvez chiffrer l'installation. Alors, quid des performances si vous avez un processeur assez ancien, le chiffrement nécessite un petit peu de traitement côté processeur. Vous pouvez faire le partitionnement que vous voulez. Et puis ici, vous pouvez donner une taille prédéfinie à votre home juste en glissant ce petit séparateur pour lui dire, bah voilà, vous voulez tant pour le système et tant pour votre dossier personnel si vous souhaitez en faire un séparé. Sinon, vous mettez ici ce qui est le choix par défaut. Donc là, je vais mettre un petit nom. Hop, vous pouvez régler la langue, la configuration de l'horloge, le fuseau horaire. Si vous souhaitez désactiver des services, bah oui, vous êtes sur un ordinateur assez ancien et vous vous dites, bah non, bah tiens, je sais pas, moi j'ai pas d'imprimante, et bah j'enlève CUPS, je veux pas de Bluetooth, hop, je peux enlever pour avoir une base un petit peu plus légère. Donc on va mettre ces choix-là ici. Et puis on va bien sûr créer un nom d'utilisateur pour pouvoir se connecter. Je crée un mot de passe pour route séparée. Et vous voyez que même si vous faites des opérations dans cette interface live, sans avoir rien installé, puis que vous dites « Oh, j'ai fait des trucs, mais je voudrais que sur mon système, je les garde », vous avez la possibilité d'enregistrer les modifications que vous avez faites là en live directement sur le système installé. Bon, moi je vous accélère la vidéo puisqu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'étape d'installation et on se reprend une fois le système installé. Et voilà, l'installation est terminée, donc on redémarre tout ça.
Et donc nous allons explorer ensemble le contenu de cette Legacy OS et voir ce qu'elle a un petit peu de plus par rapport à Antix Linux. Et vous voyez que sur le grub là, bon, c'est marqué Antix. Donc on est bien sur cette base de distribution. Vous voyez le noyau 5.10.57 qui démarre. Alors le noyau 5.10 c'est vieux mais c'est un noyau LTS donc ça me choque pas plus que ça, il est toujours maintenu. Et puis la cible n'est pas un nouveau PC, hein, mais plutôt des PC avec des configurations assez anciennes, donc ça me choque pas plus que ça. On arrive sur l'environnement de bureau, donc ce que je vais juste faire, je vais démarrer un terminal pour mettre une petite résolution un peu plus sympa pour vous. Hop, 1080. Il y a des outils graphiques hein, pour changer la résolution, vous inquiétez pas, c'est juste pour pas vous les montrer tout de suite. Donc si je vous lance un petit htop là, hop, vous voyez donc moins de 200 mégas de RAM pour faire fonctionner le système. Donc ça c'est assez sympa. On va garder le terminal dans un coin, vous allez voir. Le gestionnaire de fichiers, bon bah il est assez rudimentaire, vous voyez c'est une simple fenêtre avec des dossiers dedans et puis c'est tout, voilà. Bon les dossiers sont pas traduits en français, c'est pas spécialement grave, mais vous voyez ça donne vraiment une impression de minimalisme. Si je vous ouvre le navigateur web, qui est livré ici dans cette distribution Linux, c'est Firefox. Donc vous voyez, dès qu'on lance Firefox, là, le processeur se met quand même à travailler fortement. Donc, certes, Legacy OS est adapté pour des ordinateurs qui ont peu de ressources, mais vous voyez que dès qu'on va lancer des applications, juste lancer Firefox, eh ben, on est à déjà 500 mégas de RAM. Si on fait des petites recherches sur Internet, hop, voilà, vous voyez le processeur, il travaille quand même. On a de la consommation mémoire, et ici, si donc je vous lance une vidéo en 4K, alors évidemment en 4K, elle va probablement pas se lancer, mais vous voyez que si juste on veut regarder une vidéo sur ce genre de distribution Linux, juste ça. Vous voyez déjà, le processeur, j'arrive pas à accepter ici. Le processeur se met à travailler fortement. On a déjà 1 Go de RAM qui est sollicité. Et là, nous ne sommes qu'à une résolution de 720p. Donc on a du HD normal. Je ne vous fais pas de dessin. Si on monte en 4K, là, on explose un peu les performances de la machine. Vous voyez, le CPU, il est à 100%. Donc, effectivement, la distribution, elle est légère, mais dès qu'on va avoir une utilisation un petit peu plus poussée, tout de suite, on va ressentir les limites du matériel. Alors, dans le menu ici, on a donc pas mal de petits trucs. On a un éditeur de texte. Là, dans la section application, alors, je sais pas, la section application, elle n'a pas envie de se dérouler. Vu qu'on est ici, est-ce que... Non, ça se déroule pas. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans le centre de contrôle. On parcourra les applications après. Donc, on a ici un onglet bureau avec la possibilité qu'il y ait des outils pour changer les fonds d'écran si ça vous intéresse, régler le gestionnaire de fenêtres SWM. Donc vous voyez, c'est assez rudimentaire quand même, hein. Ça nous ouvre les fichiers de conf et après c'est à nous de nous débrouiller. Donc c'est beaucoup moins facile à prendre en main que d'autres distributions Linux. Vous pouvez régler Conquis si vous souhaitez, régler les tailles de police, personnaliser l'apparence. Donc si vous n'aimez pas ça, vous avez pas mal de thèmes. Par exemple, tiens, on a Greybird, qui est le thème de Xubuntu, qui est peut-être un petit peu plus joli. Vous pouvez changer le thème d'icône, hein, si vous n'aimez pas le violet ici. Hein, vous avez d'autres thèmes d'icônes. Voilà. Donc on peut personnaliser avec ce petit centre de contrôle. Dans la section logiciel, donc on a des outils. On a Package Updater ici. Donc Package Updater, est-ce que c'est le mot de passe utilisateur ou root qui nous est demandé, utilisateur. Donc on a l'outil d'Antix qui va mettre à jour le système. Voilà. Donc en fait c'est juste une interface graphique qui va faire ni plus ni moins qu'un simple apt update et un apt dist upgrade. Donc vous voyez ici, ça lance simplement la mise à jour dans un terminal. Et d'ailleurs on voit qu'il y a Thunderbird, Strawberry, donc vous voyez il y a au moins un logiciel de courrier électronique, un logiciel pour écouter de la musique. Donc je fais les mises à jour, je vous accélère tout ça parce que c'est pas marrant et je vous reprends après.
Voilà, donc c'était assez rapide. On voit que ici, il nous écrit le menu IceWM. Donc il y a peut-être une manipulation qui nous régénère le menu IceWM. On va peut-être avoir les applications qui vont... Yeah, on a les applications qui s'affichent. On fera le petit tour après, vous inquiétez pas. On va faire le tour des outils assez intéressants dans ce panneau de contrôle. Donc on a un package auto remove qui va ni plus ni moins, je suppose, lancer la commande apt auto remove et faire du ménage dans les paquets orphelins. Voilà. Donc là, il nous enlève ça si on veut. On va pas le faire. Je vous montre quelques outils. On a un outil de gestion de paquets qui est tout simplement Synaptic. Donc on a Synaptic pour gérer ces logiciels avec l'interface qu'on connaît de Synaptic. Rien d'extraordinaire là-dessus. On a un gestionnaire de dépôt qui nous permet donc de sélectionner les dépôts peut-être un peu plus rapides. Vous voyez que par défaut on est en Ouzbékistan. Donc c'est l'outil de Antix. On a la possibilité de choisir des dépôts supplémentaires chez Debian, hein, puisqu'on est sur une base Antix, donc une base Debian. Par défaut on a main contrib non-free, donc on n'a pas de souci avec les pilotes, les codecs, les machins, tout est installé. On a Debian Security, on a les mises à jour, et dans les sources individuelles, donc là on n'a pas grand chose d'activé. On a les backports, on a à nouveau les mises à jour ici, ok, et puis on a ok, donc là, il nous remet tout. On a Google Chrome, on a Microsoft Edge. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils veulent nous faire une image spécifique 32 bits, parce que là, on est spécifiquement en 64 bits. Donc on n'a pas trop de dépôts additionnels. En gros, on n'a que ceux de Debian, plus celui de Edge et de Google Chrome. Donc c'est assez étonnant, parce que finalement... Lorsqu'il va y avoir une mise à jour des outils Antix, comment vont-ils être poussés, ces nouveaux outils dans ces nouvelles versions? Je ne sais pas trop. On a un installeur de paquets qui est une interface, bon, si on ne veut pas utiliser Synaptic, on a ce genre d'outils. Bon, très bien, on va voir si on a Vivaldi par exemple. Vivaldi, ouais, on a Vivaldi, donc on peut cocher Vivaldi par exemple, et je suppose que ça va aller nous récupérer Vivaldi directement. Tiens, on va installer Audacity, et puis allez, on va installer un outil, on va regarder s'il y a Kdenlive pour faire du traitement vidéo, même si c'est pas spécialement à mon avis la cible de cette distribution. Donc voilà, l'utilitaire nous fait un apt-get update, et puis dans la foulée, il va nous installer les logiciels que je viens de citer directement en ligne de commande. Donc on va le laisser faire ça. Je vais réduire ça pour qu'on puisse continuer à explorer donc ce centre de contrôle. Hop, alors ça, je vais le mettre un peu plus bas. Ok, donc dans Outils Système, on peut choisir des services au démarrage, configurer des options, éditer des fichiers de conf si vous voulez, régler la date et l'heure. Dans Réseau, on a des outils pour le réseau, pour choisir son réseau Wi-Fi, configurer éventuellement un vieux modem ADSL ou une connexion PPP si on veut. On a un bloqueur de publicité, donc ça c'est l'outil de chez Antix qui nous permet d'ajouter des listes directement dans notre fichier host. Et donc ça fait du blocage par DNS pour bloquer éventuellement des publicités. Ça peut servir de contrôle parental, puisque ici on a un filtre qui vient bloquer des sites éventuellement pornographiques. Dans partage, on n'a pas grand chose. Bon, on n'a pas Samba par exemple pour faire des partages, bon, peu importe. On peut configurer sa session, donc là on a l'outil pour configurer l'affichage graphique qui est vraiment rudimentaire, hein. Va falloir aller dans écran, machin, résolution, bon, ok, c'est léger, mais c'est pas très ergonomique quand même, selon moi. On a des outils pour gérer ses disques, pour gérer le matériel, carte son, pilote d'impression, tout ça. Ah oui, ok, on a plusieurs trucs qui se lancent. Hein, ça c'est l'installation de Vivaldi, voilà, qui n'est pas dans les dépôts, donc il va nous récupérer le dépôt, cool. Donc j'étais dans matériel. Pilote, on a un outil qui nous permet d'installer les pilotes NVIDIA, des pilotes pour les imprimantes browser, et une section maintenance. Voilà, on va pouvoir prendre des instantanés de notre système, réparer le démarrage. Bon, quand on a ce genre d'outils, on peut se dire, oula, est-ce que la distribution elle n'est pas connue pour casser? Et puis donc il y a des outils pour réparer, bon ça devrait pas, hein. Si je lance ici les snapshots, donc c'est Antix Linux Live System. Voilà, c'est un outil propre à Antix Linux qui est là pour faire des snapshots par exemple. Bon, donc on va quitter l'installeur de paquets, parce qu'on a vu comment il fonctionnait.
Ici, si je vous fais un petit tour des applis, donc on a plein d'utilitaires qui sont là. Bon, la Logitech est assez fournie quand même. Bureautique, on a OnlyOffice pour la bureautique. En graphisme, on a pas mal de trucs qui nous sont présentés. On a Inkscape, donc on n'a pas GIMP. Ah si, on a GIMP, il est là, pardon. Dans Internet, on a tous ces utilitaires, donc plus Vivaldi que je viens d'installer. Pour terminer le petit tour des applications, on a quelques jeux avec un émulateur DOSBox, pourquoi pas. Une section préférence avec tous les utilitaires qu'on va retrouver dans le panneau de configuration. Son et vidéo, donc on a Strawberry pour écouter de la musique. On va avoir VLC pour lire des vidéos, par exemple, écouter la musique si vous voulez. On a des convertisseurs de son, donc Kdenlive que j'ai installé, il est là. Et dans la section système, on a tous ces petits utilitaires. Et donc on va retrouver ici les outils pour gestionnaire des tâches JParty, JRSync qu'on va retrouver à travers le panneau de config. Et puis vous voyez qu'on a même un gestionnaire de fichiers un peu plus sympa qui est PCManFM qui est là en plus si on veut quelque chose de plus sympa que cet outil qui est très rudimentaire. Voilà. Alors pour conclure, on est sur une distribution Linux qui est assez légère, qui a quand même franchi le cap des 200 mégas de RAM après quelques minutes d'utilisation. Elle n'est pas spécialement aussi travaillée d'un point de vue apparence qu'une Linux Mint par exemple, ou même qu'un environnement de bureau KDE, GNOME, même sans aucune personnalisation. Moi je trouve que ça fait un peu rudimentaire à l'affichage. Et si vous voulez vraiment une distribution Linux légère, je pense qu'on peut quand même faire une concession d'une centaine de mégas et partir sur une base un peu plus classique telle qu'une Debian avec LXDE, LXQt ou même XFCE, pourquoi pas, qui sera quand même un peu plus ergonomique à l'utilisation sur le long terme, ou pourquoi pas la fameuse Q4OS que je vous avais présentée avec l'environnement de bureau Trinity Desktop qui s'avérait être assez légère tout en ayant plein de fonctionnalités et en n'étant pas si moche que ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.